8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Il s'est activé dans la région de Had-Soualem et planché sur un plan terroriste imminent. 4 éléments extrémistes affiliés à l'organisation terroriste Daesh ont été interpellés. L'opération sécuritaire a été effectuée aux premières heures ce matin par les éléments de la force spéciale de la DGST. Nous vous en ferons le point avec notre consultant Moustapha Sahimi. Au lieu du savoir et de la spiritualité, Fès explore les voies soufis comme un rempart contre l'extrémisme et la division. Un colloque international rassemble des leaders religieux, un voyage mystique sur les pas des grands maîtres de la doctrine. Cannes Maroc 2025, le logo officiel du tournoi dévoilé. La CAF présente un design tout en authenticité où trône un trophée inspiré par le Zénige marocain. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce rappel d'un des faits marquants cette semaine, la nomination vendredi par Sa Majesté le roi Mohammed VI de nouveaux membres de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Il s'agit de Abdelaziz Amraoui et Majid Lahlou, 2 membres nommés sur proposition du chef du gouvernement, de Zakaria Oulad et Fatema Saadi, 2 membres nommés sur proposition du président de la Chambre des représentants, et de Lahsan Madi et Mohamed Boudin, 2 membres nommés sur proposition du président de la Chambre des conseillers. C'est ce que précise un communiqué de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait nommé le 17 novembre 2018 Omar Serrouchni président de la CNDP et a bien voulu le renouveler pour un 2e mandat, indique la même source. Lutte antiterroriste pour enchaînée sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Le Bureau central d'investigation judiciaire a mis en échec aux premières heures ce matin un plan terroriste imminent, un plan en phase de préparation pour l'exécution d'attentats à l'explosif. 4 éléments extrémistes affiliés à l'organisation terroriste Daesh ont été interpellés. Il s'est activé dans la région de Had-Soualem, dans la province de Barchid. Sofia Fgroud. Les 4 suspects, dont 3 frères, sont âgés de 26, 29, 31 et 35 ans. Le communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire précise que ces éléments extrémistes s'activaient dans la région de Had-Soualem, dans la province de Barchid. Leur interpellation a eu lieu tôt ce matin, grâce à des opérations d'intervention menées par les éléments de la force spéciale de la DGST, en coordination avec les commissaires et les officiers du BCIJ et en collaboration sur le terrain avec les éléments de la brigade aérienne et du centre judiciaire de la gendarmerie royale. Cette opération sécuritaire a été menée au niveau de 2 endroits différents, 2 maisons situées dans les lotissements Al-Omran et Al-Amel, au quartier Louhda, dans la région de Had-Soualem. Ont participé à cette opération des techniciens de détection d'explosifs et des éléments de la brigade cynotechnique qui comprend des chiens dressés spécialisés dans la détection d'explosifs. Un hélicoptère de la gendarmerie royale a également ratissé les zones d'intervention avec à son bord des tireurs d'élite de la force spéciale de la DGST. هذه التفتيشات التي قامت والأعمال المنجزة بالتنسيق مع النيابة العامة. Les perquisitions effectuées dans les lieux d'intervention ont permis de saisir des armes blanches de tailles différentes, plusieurs flacons contenant des liquides et des poudres chimiques et des sacs contenant de grandes quantités d'engrais chimiques et de substances suspectes. Tout cela a été mis à la disposition des experts de la police scientifique et technique pour être soumis aux expertises techniques nécessaires. والتقنية من أجل إخضاعها للخبرة ومعرفة نتيجتها.
Les interventions des services de renseignement concernant cette affaire ont débuté depuis quelque temps, après que les services de la DGST aient détecté une vidéo dans laquelle les individus interpellés prêtaient allégeance et fidélité à l'organisation terroriste Daesh, tout en s'engageant à commettre des actes terroristes imminents. Les procédures de recherche et de géolocalisation ont révélé que les suspects se sont rendus en une seule journée à 4 magasins de droguerie dans la région de Hetzouelm, où ils ont pu acquérir des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs. Ils ont été stockés au domicile de l'un des suspects avant d'être préparés pour mener des opérations expérimentales pour la fabrication d'engins explosifs. 2 des frères interpellés auraient également effectué des visites de reconnaissance à des endroits séparés et à des moments différents au cours desquels ils ont documenté avec des photos et des enregistrements vidéo plusieurs cibles potentielles pour leur plan terroriste. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ, sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme, afin d'élucider toutes les éventuelles ramifications de cette cellule avec les organisations terroristes régionales et internationales. Les informations des services de renseignement, corroborées par les procédures d'investigation, indiquent que les suspects avaient l'intention de perpétrer des opérations subversives à l'aide de matières explosives avant de rejoindre les camps de l'organisation Daesh dans la région du Sahel. Une opération sécuritaire bien ficelée que nous évoquons tout de suite en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'approche anticipative du Royaume en matière de lutte contre les terrorismes prouve une fois de plus son efficience avec ce projet d'attentat déjoué tôt ce matin à Hetzouelm, province de Borchid. Quelles sont les spécificités de l'approche marocaine antiterroriste ? Première observation, peut-être pour commencer, il n'y a pas de risque zéro. Dans aucun pays du monde, il y a un risque zéro pour ce qui est le terrorisme. La menace est là. La menace est là, elle est permanente dans tous les pays, tout le monde le sait, il ne faut pas y revenir. Deuxième observation, nous n'avons pas affaire à un loup solitaire qui vient prendre un sabre, qui vient, etc. Nous avons affaire à une bande organisée, à un réseau. Un réseau, donc, qui a préparé des attentats, il y en a plusieurs, c'était prévu, qui s'est équipé, qui s'est fourni en explosifs, etc., qui a prêté allégeance par ailleurs Daesh, donc c'est extrêmement important. Troisième élément, peut-être, vous avez parlé d'anticipation, oui, bien sûr, mais je voudrais insister sur le fait que l'appareil sécuritaire est en veille permanente. Est en veille permanente depuis une vingtaine d'années, depuis les attentats, vous savez, de mai 2003 à Casablanca. L'appareil sécuritaire s'est restructuré, il s'est unifié, il avait mis en place un certain nombre de moyens de divers ordres, des ressources humaines, des moyens techniques, technologiques, des formations, des compétences, ce qui lui donne cette opérationnalité. Et je crois que c'est important qu'il y ait cette veille et cette capacité d'anticipation, j'y viens, d'anticipation, mais c'est à partir d'éléments. Et donc je crois que c'est extrêmement important. Et puis j'ajoute peut-être un dernier point, c'est aussi la veille citoyenne. Il y a une veille citoyenne qui est permanente, les citoyens sont attachés à la paix, à la stabilité, et donc c'est extrêmement important. Tout ça fait qu'évidemment, il faut saluer cette opération d'appareil sécuritaire de démantèlement d'un réseau terroriste qui était sur le point de faire des attentats. On parle donc d'une stratégie multidimensionnelle, elle est aussi proactive et inclusive que le Maroc adopte donc pour prévenir et éradiquer le terrorisme. Comment se décline cette stratégie concrètement sur le terrain ? Alors, il y a les hasards de l'actualité. Ce réseau terroriste a été démantelé donc ce dimanche matin, il y a 5 jours, mardi, à New York. Notre ambassadeur aux Nations Unies, Omar Hillel, a présenté une communication devant le Conseil de sécurité, précisément sur le Royaume et la lutte antiterroriste. Il faut indiquer que c'est un thème qui avait été proposé et fixé
par le président du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, en l'occurrence l'ambassadeur algérien, qui avait proposé le thème la lutte contre le terrorisme et le développement. Et donc, voilà une opportunité qui a été fournie à notre représentant aux Nations Unies pour faire le point sur la politique marocaine dans la lutte antiterroriste. Alors, c'est une stratégie nationale, c'est une stratégie multidimensionnelle, vous l'avez dit. Elle repose sur 4 piliers essentiellement: le renforcement de la sécurité et l'amélioration de l'arsenal juridique pour lui donner plus d'efficience. Deuxième pilier, le développement économique et humain aussi. Troisième pilier, la préservation de l'identité culturelle. Et dernier pilier, la promotion de la coopération régionale et internationale. Sur ça, il y a des valeurs que défend en même temps le Maroc. Il défend quoi? Il défend un islam du juste milieu qui est avec des valeurs de coexistence et de paix. Il y a également un certain nombre d'éléments dans un dispositif institutionnel de lutte contre la radicalisation. Quels sont ces éléments? Il y a le rôle de la Fondation Mohamed VI pour les oulémas africains. Il y a également le rôle de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, des morchidines et morchidettes, qui a formé depuis 2015 pas moins de 3000 personnes. C'est extrêmement important. Donc, imam, morchidine et morchidettes. Il y a également ce qu'a soulevé, et je voudrais insister là-dessus, ce qu'a soulevé notre ambassadeur, s'adressant au président du Conseil de sécurité, en l'occurrence l'ambassadeur algérien, sur ce problème particulier, lequel, le lien entre séparatisme, terrorisme et criminalité transfrontalière. Alors c'est un message évidemment qui a double détente. Ça permettait d'aborder le problème dans le cadre du thème, mais ça visait également le pays voisin dont l'ambassadeur est un ressortissant. Et notre ambassadeur a relevé qu'il y avait une connivence entre des groupes séparatistes et des organisations terroristes, et que cette connivence faisait peser des menaces contre quoi? Contre l'intégrité territoriale. Message clair, si je puis dire, à bon entendeur, salut. Je rappelle en 2 mots, le Maroc est pionnier et premier plan de la lutte antiterroriste. En mai 2022, il y a eu la conférence mondiale de lutte contre Daesh à Marrakech. Il n'y avait pas moins de 80 pays. Le Maroc co-préside également un forum international, et c'est extrêmement important. Le Maroc est en première ligne. La lutte antiterroriste, c'est quoi? C'est des valeurs universelles, c'est l'attachement à la paix, à la sécurité, à la stabilité. Autre fait marquant de l'actualité, professeur, l'investiture en début de semaine de Donald Trump. Le président américain a constitué une équipe gouvernementale dont le chef de la diplomatie, Marco Rubio, qui succède donc à Anthony Blinken au poste de secrétaire d'État. Une personnalité connue pour être une voix influente sur la scène internationale. Et lors de son discours de confirmation au Sénat, Marco Rubio a salué les progrès du Maroc en tant qu'allié stratégique des États-Unis. Dans quelle mesure les soutiens croissants de la part de responsables de la nouvelle administration américaine vont-ils appuyer le dossier du Sahara marocain sur la scène internationale? On n'attend pas un appui des États-Unis, on attend la réitération de l'appui de l'administration républicaine Trump pour ce qui est de la question nationale. Je vous rappelle que le président Trump avait, le 10 mars 2020, consacré la marocanité des provinces sahariennes. C'est extrêmement important. C'est un acte diplomatique extrêmement important. Et c'est le même président Trump qui maintenant est locataire de la Maison-Blanche. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude. Il y aura évidemment une consolidation des engagements pris et peut-être un certain nombre d'initiatives de la nouvelle administration américaine qui va considérer sans doute que c'est un conflit qui a trop duré et qu'il faudra bien trouver une solution. Il y a un agenda. Un agenda, c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois plus exactement, en avril, où le Conseil de sécurité va se réunir de manière informelle pour faire le point sur les avancées ou non du processus de règlement. Et d'ailleurs, on s'attend à ce qu'à lors de cette réunion du mois d'avril, il y a un certain nombre de décisions qui soient prises
Je note que l'émissaire personnel, secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, est absent. Il est absent. Donc il n'a plus la main sur quoi que ce soit. Pourquoi il est absent? Parce qu'il s'est discrédité et délégitimé en proposant une partition. C'est extrêmement important. Donc, il n'est plus là pour faire des propositions d'intermédiation. Il ne peut plus être un facilitateur de dialogue. Alors, sur ce qui est de Marco Rubio que vous avez évoqué, c'est une personnalité influente et importante du Parti républicain. Il était d'ailleurs candidat en 2016 contre le président Trump pour l'investiture républicaine. Donc, il est sénateur depuis une quinzaine d'années, sénateur de Floride, et lors de la procédure de confirmation par le Sénat américain, il a fait effectivement une déclaration que vous avez évoquée. Il a réitéré le soutien au Maroc et il a dit, je cite, que c'était un partenaire essentiel, que c'est un modèle de stabilité et de développement, que c'est un allié historique et, plus encore, c'est un acteur clé dans les efforts diplomatiques et sécuritaires en Afrique. Donc voilà quand même de quoi nous donner des éléments intéressants. Un mot encore, c'est le même Marco Rubio qui, en 2022, avait demandé à ce qu'il y ait, il était sénateur à l'époque, il demandait qu'il y ait des sanctions contre qui? Contre l'Algérie, du fait des ventes d'armes de la Russie à l'Algérie, et du fait que ces ventes d'armes étaient sanctionnées par une loi américaine. Je vous remercie, professeur Mostafa Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'être responsables du retard dans l'application de l'accord de trêve, empêchant le retour de dizaines de milliers de déplacés vers le nord de la bande de Gaza, dévastée par la guerre. Ils attendent toujours près du corridor de Netzarim pour entrer dans le nord. Cette bande de terre de 7 km de long, militarisée par Israël, coupe Gaza en deux, isolant ainsi le nord du sud du territoire. Par ailleurs, le Hamas a vivement critiqué la proposition du président américain Donald Trump de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie pour faire le ménage. Ce sont ses propres mots dans la bande de Gaza. Direction le Soudan où le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé ce dimanche son quartier général à Khartoum, un QG qu'il avait dû abandonner en août 2023 à ses rivaux paramilitaires des forces de soutien rapide. Cette reconquête est la plus grande victoire de l'armée dans la capitale depuis la reprise d'Omdurman, ville jumelle de Khartoum, sur la rive ouest du Nil, il y a près d'un an. L'armée soudanaise contrôle, selon des témoins, la majeure partie de Bahri, Khartoum Nord, ainsi que le nord et le centre d'Omdurman. À Khartoum, elle tient aussi la base du corps blindé dans le sud de la capitale. Et en Europe, les attaques aériennes russo-ukrainiennes se poursuivent de part et d'autre, infligeant depuis bientôt 3 ans de lourdes pertes humaines et matérielles aux deux belligérants. L'armée de Kiev a revendiqué aujourd'hui une frappe de drone nocturne sur une raffinerie dans la région russe de Ryazan, au sud de Moscou. La deuxième sur le site en moins d'une semaine. En représailles aux centaines d'attaques russes perpétrées au cours de la semaine écoulée en Ukraine. Par ailleurs, des rumeurs de pourparlers se font de plus en plus persistantes depuis l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump, promettant une paix rapide entre l'Ukraine et la Russie. Un brin de spiritualité au menu de ce journal, et c'est dans une ambiance de communion que chercheurs et intellectuels des 3 religions se sont réunis à Fès. Ensemble, ils explorent le soufisme et ses figures historiques dont l'empreinte marquera à jamais le processus de paix mondial. C'était lors d'un colloque international organisé par le Centre d'études et de recherche sur la culture et le droit hébraïque au Maroc. C'est un sujet d'Anouar El-Romari et Abdelillah Chehab avec Maria Awad. Ensemble, quelle que soit leur origine, chercheurs et intellectuels se meuvent en théoriciens de la paix au cœur de Fès, la cité impériale sacrée
est sacralisé et au lieu de la mémoire marocaine plurielle. Nous nous retrouvons ici à Fès, dans un processus de prolongement de nos activités, à la fois à Essaouira, à la fois avec nos partenaires à Tétouan. Et aujourd'hui, autour du soufisme, le mysticisme, le soufisme comme principe de dialogue interreligieux et culturel, le soufisme, cette dimension intérieure, le soufisme, cette science intérieure, et cette élévation et ce transcendantalisme. C'est un grand honneur pour la Fondation Konrad Adenauer de collaborer avec nos partenaires marocains à l'organisation de ce colloque au soufisme et le dialogue interreligieux et interculturel. Ce thème est important, particulièrement dans le contexte actuel où les défis globaux nécessitent plus que jamais des efforts communs pour promouvoir la tolérance, la paix et la compréhension mutuelle. Terre de paix, le Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, se mue en un porte-étendard de la tolérance, un hymne à la paix, désormais inscrit dans les valeurs et l'identité de chaque Marocaine et de chaque Marocain. Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a insisté à maintes reprises sur le rôle de toutes les forces vives de la nation et en particulier de la société civile pour le renforcement du dialogue interreligieux, eu égard à l'importance de ce dialogue pour la promotion des valeurs de paix. Parvenir à l'union parfaite entre les hommes et conjuguer le mot paix dans toute sa portée universelle. Telle est la vocation de ces colloques et autres espaces de dialogue où le mot, prononcé, articulé, prend alors tout son sens. Le Nouvel An chinois, c'est dans 3 jours. Cet événement millénaire en Asie est célébré également sous nos cieux. Pour l'occasion, l'Institut Confucius de Rabat se pare de couleurs du printemps. Une cérémonie a été organisée et la mêlée performances artistiques et sportives. L'occasion surtout de bâtir de nouveaux ponts culturels entre le Maroc et la Chine. Yassine Maazi, Zakaria Moukin Billah. En mandarin, ces jeunes chantent les célébrations du Nouvel An chinois, portant des habits traditionnels typiques et exécutant des chorégraphies accompagnant ces chants. Ces artistes en herbe sont des élèves de l'Institut culturel Confucius de Rabat. Ils profitent des festivités du Nouvel An pour mettre en valeur les traditions et la culture du pays de l'Empire du Milieu. Chaque année, la Chine célèbre la fête du printemps, qui est le nouvel an lunaire connu aussi par le nom de la fête des retrouvailles. Cela signifie que les familles chinoises voyagent d'une région à l'autre pour rencontrer leurs proches. J'étudie la langue chinoise pour connaître de nouvelles cultures et cela me plaît beaucoup. Aujourd'hui, je vais chanter sur scène pour fêter le nouvel an 2025 du serpent. Des parties musicales variées ont parsemé la célébration, réalisée en groupe. Une belle opportunité pour ces jeunes de dévoiler leur talent artistique. D'autres démonstrations sportives ont révélé la passion des jeunes pour le kung-fu et l'agilité corporelle. Nous avons présenté une chorégraphie de kung-fu qui est une illustration de la culture chinoise. La prestation est divisée en 2 parties correspondant à 2 styles distincts. Je suis très contente de prendre part à la fête du printemps. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour préparer ces présentations à l'Institut Confucius. Plateforme de coopération linguistique, culturelle et académique entre le Maroc et la Chine, l'Institut Confucius contribue à renforcer les relations stratégiques entre les 2 pays. Des relations qui ont connu un développement ces dernières années, avec d'importants investissements chinois dans plusieurs secteurs phares, comme l'énergie et l'industrie automobile.
Football, avant de prendre congé de vous, ça y est, le compte à rebours du plus grand spectacle sportif d'Afrique est lancé. Prévu fin décembre, la CAN Maroc 2025 dévoile son logo officiel. Un symbole inspiré par le Zellige marocain. Il reflète, selon la CAF, la synergie entre tradition et modernité. C'est un récit signé Maria Awad. Telle une mosaïque de couleurs et de camailleux, puisée dans l'art ancestral du Zellige et de ses artisans, garants de notre patrimoine. Le logo officiel, étant attendu de la Coupe d'Afrique des Nations, révèle sa beauté au monde entier. Véritable hymne à la joie de vivre et à l'enfance qui se déploie dans toute sa force créatrice. Traditionnel et moderne, il incarne le dépassement de soi et l'âme de l'Afrique, vaillante et rayonnante. Conçu et pensé comme un modèle d'unicité, ce logo, aux allures de joyau, incarne avec finesse et minutie l'identité et la grandeur du Maroc, mais aussi celle de l'Afrique, de ses athlètes, de ses joueurs, de ses hommes et de ses femmes unis dans la même ferveur, celle du sport et de ses valeurs humanistes. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.